Radio Rec. Émission spéciale. La présidentielle et les législatives 2017 arrivent à vos débats sur Radio Rec. Jeudi 16 mars de 18h à 21h, Radio Rec vous propose la diffusion en direct d'un débat organisé à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée sous l'impulsion du master Sciences politiques, métier du politique. Organisé en partenariat avec Radio Rec depuis la Maison de l'étudiant, ce débat participatif sera centré sur la thématique Université et méritocratie, la sélection à l'entrée en université. Concernés de près ou de loin, intéressés par cette question, n'hésitez pas à venir à la Maison de l'étudiant jeudi 16 mars de 18h à 21h. Vous pourrez ainsi interroger ou débattre avec des représentants de candidats à l'élection présidentielle de cette année. Pour cela, une inscription est nécessaire sur le site withevent.com. Plus de renseignements sur radio-rec.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter sur la page Radio Rec. Radio Rec. It's on air. Bonsoir, nous sommes le jeudi 9 mars 2017, bienvenue dans ce 12e numéro de Descartes en main. Que font les hommes et les femmes politiques de leur journée ? Pour ceux que l'on voit tous les jours à la télévision, cela semble plus ou moins évident, mais pour ceux qui agissent au quotidien sur les différents territoires, c'est autre chose. Cet objet d'étude a intéressé deux chercheurs, Laurent Godmer et Guillaume Marel. La politique au quotidien, l'agenda et l'emploi du temps d'une femme politique est l'ouvrage qu'ils ont écrit. Laurent Godmer est là pour nous en parler ce soir et nous donner des cartes en main. Radio Rec. Des cartes en main. Présenté par Nicolas. Seront également avec moi ce soir Marc, Hugo et Florent. N'hésitez pas à contribuer, à poser vos questions et à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Allez, on débute cette émission avec un des ouvrages de notre bibliothèque. Merci à Laurent Godmer d'être présent ce soir avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris-Est à Marne-la-Vallée. Je précise que Guillaume Marel est maître de conférence en sciences politiques à l'université d'Avignon. La politique au quotidien paru à l'ENS Éditions est le nom de votre ouvrage, près de 250 pages, où vous décryptez l'organisation du quotidien, celui d'une femme politique de terrain. Vous vous êtes donc intéressé à l'organisation du temps à travers l'étude de l'agenda de cette femme politique. L'enquête a été menée sur une séquence de 2 ans, de mai 2010 à mai 2012. À cela s'ajoute le temps du traitement. Votre ouvrage a été publié en 2015. Il revient sur les méthodes utilisées pour l'enquête, présente les résultats et analyse ce qui en ressort. Pour commencer, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a véritablement surpris ou peut-être qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce travail de recherche ? Ce qui nous a intéressé et donc surpris, c'est le caractère très organisé du travail politique. On a toujours une image de la politique peut-être davantage artisanale, théâtrale, obscure, et en fait au quotidien justement c'est souvent très organisé, très minuté. Par exemple, encore aujourd'hui à l'université Paris-Marne-la-Vallée, on invitait un député et il est arrivé en avance. Tout est organisé, tout est précis et c'est tout à fait banal, alors qu'on a peut-être une image peut-être plus romantique de la politique, plus aventureuse, avec des cas célèbres comme François Mitterrand qui arrivait toujours très en retard parce qu'il avait une double vie, mais peut-être pour d'autres raisons aussi. Et en fait, au quotidien, c'est souvent très organisé et très chronophage, très fondé sur beaucoup de réunions. Très sérieux et en fait au-delà du fait que la politique est un métier en tout cas marqué par une certaine professionnalisation, c'est d'abord un travail en fait, une activité très ordonnée. On reviendra sur toute la dimension travail bien sûr un peu plus tard. Alors pourquoi vous, chercheurs, ce sujet et cet objet d'étude vous ont intéressé ? Quel est l'intérêt derrière tout cela de démontrer un petit peu justement ce quotidien politique ? C'est parce qu'en fait, en sciences politiques ou dans les études du politique ou les biographies d'hommes politiques, souvent on oublie l'activité politique elle-même. On s'intéresse un peu à l'écume des campagnes électorales, par exemple. Donc c'est très intéressant, très important, mais c'est une période extraordinaire dans la vie d'un élu. Une campagne électorale occupe quelques semaines, quelques mois, sur des mandats qui durent en France 5 ou 6 ans. Et nous, au contraire, on a décidé de s'intéresser aux périodes froides.
aux entre-deux, oui, de ce qui se passe au quotidien. Voilà, au pour les quotidien livres. normal, où il se passe beaucoup de choses, mais qui n'ont pas, par exemple, d'intérêt médiatique, ou qui ne défraient pas la chronique, etc., etc. Et en s'intéressant à une élue, disons, moyenne, qui fait son travail, qui n'est pas mise en examen, qui organise une certaine transparence sur ses activités, qui n'est pas très connue, mais qui est quand même importante au niveau local, etc. Une des personnalités de son parti, quelque part, bien sûr. Euh, Peut-être une question sur la méthode. Vous étiez à deux pour rédiger cet ouvrage. C'est facile d'écrire enfin de travailler à deux, j'imagine que oui, mais d'écrire à deux, du coup, la restitution grand public, enfin, ou en tout cas pour le public qui le lit, de l'ouvrage. Est-ce que c'est quelque chose, pour ceux qui seraient tentés par l'aventure, est-ce que c'est quelque chose de facile ou pas? Ça a pas C'est l'air. effectivement parfois difficile, mais en fait, c'est souvent conseillé dans le sens où, bien sûr, bah, les complémentarités des deux, en l'occurrence des deux chercheurs, sont assez évidentes. Et puis, ça permet de vraiment confronter des points de vue, des manières d'écrire, etc., en l'occurrence. Et puis, dans le cas d'espèces, de varier les méthodologies. C'est-à-dire que si on fait un ouvrage très ethnographique, très ethnologique, entre guillemets, ça doit amener à un régime d'écriture très personnalisé. Mais là, c'est une partie de l'ouvrage, et en fait, sur d'autres parties, ça fonctionne très bien à deux. Par exemple, quand on fait des analyses statistiques ou des analyses bibliographiques, par exemple. Florent. Justement, à propos de ça, j'ai pas trouvé. Je me suis beaucoup intéressé, sachant que vous étiez deux, à la dimension stylistique aussi du livre. J'ai pas trouvé de rupture de style entre les deux. J'aurais pas pu dire, tiens, ça c'est soit Guillaume Marel, soit Laurent Godmer. Et finalement, j'avais l'impression, en lisant le livre, que le boulot, c'est. Oui, au-delà d'être complémentaire dans l'analyse, on sentait qu'il y avait vraiment une. Enfin, moi j'ai senti ça, comment on pourrait appeler ça? Une osmose entre vous deux. Alors, j'ai assisté à une conférence en début décembre à l'UPEC, on était ensemble avec Guillaume Marel, vous aviez exposé la façon dont vous aviez travaillé, ça répond un peu à ce que disait Nicolas aussi, et même là j'avais eu cette impression finalement que vous étiez très complémentaires. Est-ce que vous vous connaissiez avant d'écrire le livre? Est-ce que vous avez choisi de travailler ensemble justement parce que vous vous connaissiez et qu'il y avait cette osmose, ou est-ce que ça a été vraiment une découverte pour vous de travailler l'un avec l'autre? Oui, et comme les étudiants le voient peut-être quand on commence une thèse de doctorat ou quand on soutient même son mémoire de master, il y a une certaine forme de solitude dans l'écriture, même s'il y a un collectif autour. Mais souvent, après la thèse de doctorat, on essaye de travailler parfois à plusieurs. Et effectivement, c'était un collègue avec qui j'étais en poste à l'étranger, pour expliciter ce cas concret. Et puis, on travaillait sur des objets assez proches, et après on a décidé de faire une recherche commune, etc. Et donc effectivement ça se ressent avec une certaine ancienneté. Et c'est vrai que je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Et nous-mêmes d'ailleurs, moi-même, parfois j'ai du mal à savoir si... C'est vous, c'est Bon, c'est lui. aussi lié au fait que, ça vous le verrez peut-être après la thèse de doctorat, quand il y a la publication, il y a tellement de relectures que Ouais. on entre dans une autre temporalité que dans celle du travail étudiant, et donc justement on digère beaucoup plus. Marc. Ouais, je pense que le travail de style dont vous parliez justement est facilité parce qu'on est en face quand même de deux chercheurs. Il faut oublier que c'est un livre de recherche avant tout, ça se ressent dans l'écriture, ça se ressent dans l'introduction, dans tout ce qui est rapport justement à l'empirisme, au côté très théorique de la recherche. Voilà, c'est vraiment un ouvrage, si vous voulez, pour ceux qui découvriraient un petit peu cette science. C'est vraiment un ouvrage quasi pas à pas sur la méthode à suivre, sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quel est l'objectif, on rappelle la thèse, les problématiques qui sont en jeu, les conclusions à la fin. Voilà, c'est vraiment un travail quasi de doctorant, mais de très bon doctorant, on va dire c'est comme ça. Et on relève aussi, c'est ça moi qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on retrouve quand même un style très très lourd, qui est le style de la recherche. On rappelle 10 fois l'objet d'étude, on rappelle que c'est très important. Enfin, c'est l'objet, c'est le jeu en soi, c'est tout à fait classique, mais on voit quand même qu'il y a tout ce côté recherche, et je me demande si on prend autant de plaisir à écrire un livre de recherche qu'à écrire un livre normal, enfin classique. Vous déjà écrit un livre normal. Voilà, déjà. Oui, bien sûr. Par exemple, écrire un manuel. Ouais. Avec plusieurs collègues, on a publié un manuel de sciences politiques. C'est évidemment un mode d'écriture totalement différent, également plaisant. Et puis quand on écrit peut-être des articles, c'est peut-être un peu différent. Des articles, des communications, des chapitres d'ouvrages. C'est vrai que le livre
représente quelque chose d'un peu mythologique dans l'univers de la recherche. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas tant que ça de livres individuels, vraiment de recherche, individuels ou à deux ou à trois. C'est de plus en plus, c'est souvent des collectifs ou des livres issus d'une thèse, etc. Parce que c'est très lourd. Et il y a tout un protocole de recherche d'une part, un protocole d'écriture qui peut sembler effectivement dense, ennuyeux, dense, comme on voudra. Bon, je pense on peut trouver pire dans le genre, mais par exemple, c'était un reproche qui était souvent formulé. Bon, je ne nous compare pas à Pierre Bourdieu, mais au livre de Pierre Bourdieu. C'est-à-dire des phrases, quand même, des phrases très voilà, des phrases très très longues, mais la logique qui primait chez Pierre Bourdieu, par exemple, c'était vraiment de répondre à une nécessité de créer un langage, de transformer la langue, de créer un certain type de langage scientifique qui du coup crée effectivement une barrière avec le grand public assez importante, mais en même temps une vraie rupture avec le discours commun, le discours des hommes politiques par exemple, le discours médiatique, qui sont pour le coup peut-être beaucoup plus séduisants de prime abord, mais qui effleurent fortement la réalité. Là effectivement, ce ne sont pas des livres qu'on peut lire comme ça d'une traite en une soirée. C'est pas du tout le régime d'écriture d'un polar, par exemple. Il n'y a pas le côté roman, en fait. Romancé, par exemple, d'une autobiographie politique. À l'époque, j'avais lu l'autobiographie de Chirac, je me souviens à l'époque quand c'était sorti. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tout ce côté un peu romancé. On a l'impression que c'est un personnage exceptionnel, qui a fait de grandes choses, etc. Et je voulais juste une dernière question sur la méthode. Vous parlez de l'agenda de l'élu et vous avez dit que ça représentait un très gros travail, ce que je pense et ce dont je me doute. La question est de savoir, au niveau de votre agenda, comment ça s'est organisé en soi, de passer du temps avec l'élu, d'analyser tout ça en termes de temps, 2 ans d'enquête pure et dure empirique, on va dire, et au niveau de la restitution, ça prend combien de temps, je veux dire, un travail comme ça, au niveau de l'agenda, comment ça s'organise? Ça prend par exemple autour de 5 ans, c'est-à-dire effectivement la mise en place du projet, l'observation, la restitution, ce qu'on appelle la valorisation, ça met plusieurs années, parce que quand même, pour vous rassurer peut-être, on ne fait pas que ça, absolument que ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Notamment quand on est universitaire, par exemple, il y a des cours, d'autres publications, etc. Et puis c'est presque une condition de possibilité de la réussite d'un travail, c'est qu'il y ait du temps, c'est que là par exemple le fait d'avoir un peu du temps, ça vous permet de prendre contact avec l'élu, de rencontrer ses équipes, de refaire des entretiens à chaud, des entretiens biographiques, des entretiens sur son agenda, des entretiens un peu généraux. On peut varier les méthodes justement, ce qui est difficile à faire par exemple quand on est en master et même quand on est en doctorat. Là, on peut laisser un petit peu du temps et revenir sur ce qu'on a déjà observé de différentes façons. Et effectivement, ça doit s'intégrer dans l'agenda. Je pense que quand même, pour les collègues qui travaillent sur la France, par exemple, ou des pays limitrophes, c'est relativement facile d'intégrer ça dans son agenda. Voilà, vous séparez une semaine pour aller, par exemple, puisque le terrain est essentiellement en région PACA, je suis allé bien sûr une demi-douzaine de fois, pas que pour ça, mais en région PACA, en tout cas pour cette recherche-là, ou pour le séminaire qu'on a organisé, ou pour l'éditeur, aller à Lyon, à Marseille, à Avignon, etc. C'est quand même de l'ordre du faisable. Là où ça peut vous inspirer des réflexions, c'est pour ce qui concerne les collègues qui travaillent sur des pays lointains. Donc vous imaginez, là vraiment la contrainte d'agenda est très très forte, pas uniquement les ethnologues qui passaient plusieurs années dans un village pour tout documenter, mais même des spécialistes de sciences politiques de pays, ne serait-ce que sur les États-Unis par exemple, vous voyez, on n'a pas tant que ça de recherche sur les États-Unis. Florent, tu avais une question? Oui, alors justement aussi sur la méthode, parce que ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est la place que vous avez donnée donc, à Guillaume Marel aux données pures et au tableau par exemple. Tout est très expliqué, l'agenda, et voilà, vous avez fait beaucoup de calculs, de chiffres, tout ça. Alors moi qui ai une formation aussi de matheux à la base avant d'avoir fait du journalisme et maintenant des sciences politiques, ça me parle, mais du coup c'est vrai que c'est peut-être plus parlant aussi pour un kidam, si j'ose dire, qui effectivement avec un style un peu empoulé pour être rebuté. Mais là je vois le feuilleter devant moi et je peux le faire aussi. Il y a des graphiques, des tableaux, mais du coup ça en devient très accessible et surtout vous avez au-delà
on aurait pu se dire, ils veulent se mettre la façon d'écrire en avant. Non, on sent bien que le sujet est mis en avant par ces données. Les données priment des fois même sur le texte. Et il y a l'analyse derrière, mais les données sont là vraiment présentes. Et donc, si j'ai envie, puisqu'on est quand même avec des auditeurs qui nous écoutent, et si j'ai envie de leur dire, s'ils ont envie de lire ce livre, c'est pour moi le point fort du livre aussi, c'est ça, la primauté donnée aux données récupérées sur le terrain. On peut quantifier, on peut mesurer. On peut mesurer, quantifier Une et vraie voir recherche, quoi. des vraies recherches et voir finalement qu'il y a un vrai travail sur le terrain, que vous l'avez suivi. J'aurais bien vu ça personnellement, même dans un web documentaire, avec donc à la fois quelque chose qui donc déroule sur le web. Je pourrais vous envoyer des liens pour en mettre sur la page Facebook. Il y a des super exemples de web documentaires qui sont sur Internet, qui mêlent du texte, de la vidéo, des tableaux, des graphiques, etc. et des sons. Ça aurait pu être très bien fait comme ça. Si vous avez à l'avenir l'occasion de refaire ce genre de travail, ça peut être une piste, un conseil en plus pour rentrer dans une dimension 2.0. Mais en tout cas, oui, moi je mets un grand oui, je mets un plus soi à cet ouvrage, pour ceux qui seraient intéressés par le sujet évidemment, qui permet effectivement de comprendre comment travaille une personne politique au quotidien, c'est le titre du livre, mais aussi de façon très technique, certes, mais compréhensible. Eh bien, justement, comment fonctionne une personne politique ? J'ai envie de... On va en parler, ouais. Oui, voilà, c'est C'est le l'objet but. du... c'est vrai que c'est un travail scientifique sur le champ politique qui est quand même la scène, j'ai envie de dire, où on vulgarise à outrance tout au long de l'année, les médias, la politique, c'est quand même là où... Et là, il y a un véritable travail scientifique là-dessus. J'ai envie de vous poser une question sous forme de boutade. C'est vrai que avec l'actualité qui est en ce moment, s'il avait fallu... si vous aviez documenté le quotidien de Pénélope Fillon, assistante parlementaire, finalement, cela aurait été plus simple pour la justice si vous aviez fait le même travail avec elle. Oui, alors évidemment, le biais des études sur le personnel politique, par exemple celle-ci sûrement, c'est que ce sont des études qui portent sur des élus qui donnent leur agenda. Donc, en tout cas, celle-ci, c'est une étude inédite, hein, ça a été très peu... peut-être très peu menée, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu la transformer en livre, etc. Mais évidemment, c'est un biais au sens des sciences sociales, c'est-à-dire que un élu qui donne tout son agenda, qui donne accès, c'est quelqu'un qui a peu de choses à cacher, hein, quand même, ou en tout cas qui sait bien les cacher. Nous, on n'a rien vu de très... On n'a rien vu de très compromettant, c'est ce que vous dites à la alors fin. même que certains collègues de cet élu pouvaient, par exemple, être mis en examen ou condamnés, hein, on ne citera pas les noms ici. Mais, vous voyez, en dehors du fait de masquer les excès de vitesse du chauffeur, on n'a pas trouvé grand-chose à véritablement contrôler sur le plan déontologique, même si c'est pas bien du tout. Vous le dites, la voiture part à vive allure. On ne précise pas. Précise pas, mais on a bien sûr on a relevé les vitesses, etc. Oui, mais du bon. coup, il faut suffit faire du Google Maps et de compter. Très bref calcul suffira pour trouver la Mais vitesse ça peut moyenne. signifier aussi, pour répondre d'une autre façon à votre question, que comment dire, la plupart des élus ont peu de choses à cacher. Oui, c'est vrai qu'on généralise sur Et la plupart des élus. assistants parlementaires. Hugo. Oui, on peut étendre peut-être le débat aujourd'hui sur l'image finalement assez dégradée de la politique et du politique, hein. On l'a vu avec les affaires que vous ne voulez pas nommer, mais bon, évidemment, il y a l'affaire Fillon, il y a l'affaire Beaupin, il y a l'affaire Macron peut-être. Oui, il y a des choses qui affaires sortent tous les jours sur tous les plus hommes ou moins, politiques, et Jean-Noël notamment Guérini, Le Pen. Parce que je pense que ça lui vous pensiez. Oui, Sylvie Andrieux. Bon, enfin, même c'est plus Michel local, Rosel aussi. Voilà, Rosel, on voilà. va pas toutes les citer, ça Non, mais là, serait uniquement pour les vice-présidents et présidents de la région. La en région. question. C'est pour citer les personnes concernées. Mais finalement, j'ai envie de vous poser une question un peu bateau, mais pourquoi cette image est-elle si mauvaise ? Pourquoi on en est arrivé là ? À qui la faute ? Alors, déjà, je pense qu'il faut localiser, hein, effectivement. Il y a apparemment des pays dans lesquels l'image des hommes politiques n'est pas aussi négative que cela. Visiblement, il y a un problème structural de relation entre les médias et les hommes politiques, hein. Il y a quand même plutôt... c'est instauré cette idée de ce sens commun plutôt négatif sur les hommes politiques, hein, globalement. Hein. Avec le média comme contre-pouvoir, on voilà. dit souvent, et ça démontre Et aussi ça. du coup, bon, ça introduit peut-être parfois un angle, vous voyez, le journalisme d'investigation, etc., toujours par les scandales qui, on pourrait aussi faire la statistique inverse et dire que 95% des députés ne sont cités dans aucune affaire judiciaire, par exemple. On pourrait trouver cette statistique-là, mais cette perception existe, vous avez raison. Et puis, troisièmement, il y a quand même eu il y a des scandales effectifs, enfin des scandales, des affaires, qui sont peut-être minoritaires, mais qui
jette une lumière assez problématique sur la politique, en tout cas sur certains grands hommes politiques. Mais par exemple, on peut citer le cas du président de la République actuelle. Il y a eu assez peu d'affaires d'affaires Judiciaire. Oui, judiciaires voilà. le concernant. Conjugal. Voilà, mais effectivement d'autres au contraire. Et puis quatrièmement, il y a aussi, alors là ce sera un raisonnement plus tordu, c'est-à-dire si on a une image aussi négative de la politique, c'est parce que la politique est plus honnête. Et que donc on est beaucoup plus, il y a une histoire des sensibilités à la malhonnêteté, au scandale, etc. Avec l'idée, comme l'a souligné Alain Juppé lors de son deuxième discours de renoncement le 6 mars, que l'exigence de transparence nouvelle était objectivable, avait des conséquences, alors que peut-être qu'auparavant, on considérait qu'il y avait un aspect négatif, mais qu'il n'avait pas à être visible. Notamment tout ce qui concernait les financements des partis politiques. Il est connu que c'était bien pire, et éventuellement presque mafieux, avant les années 1990. Et alors même que ça a été régulé, l'image est plus négative peut-être encore qu'à cette époque-là, parce que justement, on sait ce qui se passe. Un peu comme dans le sport finalement, où aujourd'hui quand on parle dopage, c'est vraiment vu négativement, alors qu'à une époque ça se pratiquait par tout le monde. Oui, l'image des cyclistes est également, et c'est pas que les hommes politiques, hein, l'image des cyclistes est également très négative, sûrement beaucoup plus négative dans les années 2010 que dans les années 1950. Marc, t'avais une... Alors je vais pas filer la métaphore, je voudrais revenir au sujet. On parlait justement de la défiance vis-à-vis du politique. Et Hugo disait justement, pourquoi on a cette image un peu négative. Et c'est là où j'émettrais une petite réserve quant à votre livre, parce que vous précisez dans votre livre que l'objet d'étude en soi permettrait éventuellement de montrer quel est le vrai travail du politique, que c'est un travail organisé, qui est rythmé, dans lequel il y a beaucoup d'événements qui s'y déroulent et qui sont organisés, plus ou moins bien. Et justement, j'ai un peu vu ce livre-là comme, si vous voulez, une vision un petit peu plus objective de ce que c'est la politique de manière quotidienne, en règle générale, chez les élus dont on ne parle pas. Mais est-ce que c'est vraiment le cœur de cible de ceux qui critiquent aujourd'hui le monde politique? J'en suis pas sûr. J'ai plus l'impression, depuis, on va dire les années 80, depuis le retrait de l'État en 83, enfin plus ou moins, qu'il n'y a pas forcément non plus la critique des hommes politiques, mais de ce que font les hommes politiques, à savoir le retrait de l'État ou pas le retrait de l'État. Est-ce que l'État aujourd'hui a un pouvoir face au FTN ou à d'autres pouvoirs comme européens, etc. J'ai plus l'impression que c'est les FTN, précisons, firmes transnationales. Enfin, les grandes entreprises en soi. Bien sûr. Et j'ai plus l'impression qu'il y a cette volonté de critiquer les hommes politiques, enfin, c'est cette volonté de critiquer un homme politique cache en fait, j'ai l'impression, une critique avant tout de l'inefficacité d'un État dont ils sont les représentants. J'ai plus l'impression que c'est ça. Et du coup, votre livre, en soi, ne se trompe pas de cible, mais n'arriverait peut-être pas à convaincre ceux peut-être que vous visez en dernière instance, à savoir ceux qui critiquent la politique. Effectivement, ça me permet de préciser un point. Les hommes politiques qui sont critiqués vraiment, semble-t-il, sont les hommes politiques nationaux. Un certain type d'hommes politiques nationaux, peut-être pour leur prétention à changer les choses et à maîtriser les choses, et leur échec à le faire. Voilà. Ça, c'est assez clair. On le voit bien avec le cas du président Hollande. Quand on parle, comme on l'a fait aujourd'hui, avec un député pro-Hollande, il vous dit que quasiment tous les 60 engagements du président ont été tenus. Oui. Quand on regarde dans le détail... C'est à vérifier, mais une bonne partie a sûrement été tenue, le programme a été globalement respecté, etc. Mais la perception n'est pas forcément... Cette perception n'est pas forcément dominante par rapport à cette espèce de présentation de soi comme un homme providentiel, en gros, que peut représenter l'élection le président, et une politique plus gestionnaire, ce que vous sous-entendez, qui est par essence productrice de déception. Et là, effectivement, il y a un vrai problème. Alors même que, par exemple, si on interroge quand on fait des panels représentatifs, si on interroge des électeurs sur l'activité d'un maire, par exemple, ou d'un conseil municipal, on trouverait pas forcément le même type de déception, puisque si le maire s'engage à construire une crèche, moderniser l'école, intervenir sur les cantines, des questions de voirie, d'urbanisme, etc. Évidemment, là peut-être qu'il sera considéré comme ayant davantage respecté son programme. Et puis, deuxièmement, on est dans un lien direct. Alors que là, le lien est quand même très, très indirect. La médiatisation introduit un faux lien. Florent. Est-ce que c'est justement pas aussi un danger aujourd'hui, à travers cette défiance, cette recherche d'honnêteté? Est-ce qu'on ne va pas vers des élections où les candidats vont jouer à qui a le casier le plus blanc,
voilà, je suis le plus propre possible, et en reléguant au second plan ce qui, à mon sens, devrait être la première chose, la compétence. D'ailleurs, François Fillon a beaucoup joué, Oui. pour le citer, sur ce côté je suis blanc. Sur sa campagne de primaire n'était basée que sur la probité, ce qui aujourd'hui lui Oh, pose énormément de il problèmes. clamait quand même avoir un programme travaillé depuis Oui. longtemps et il le présentait. Mais la hein. probité, Mais c'est vrai que la probité le plan était numéro 1. ce qui passait le mieux dans les médias. Exactement. Et donc voilà, on a quand même choisi quelqu'un pour sa probité, on en a beaucoup parlé, pour aujourd'hui voir que finalement il ne l'est pas et être complètement déçu. Est-ce qu'on va pas vers quelque chose de, à votre avis, vous êtes spécialiste de ça, est-ce qu'on va pas vers quelque chose de dangereux, à savoir, on choisit quelqu'un parce qu'il est honnête et non pas parce qu'il est compétent pour le poste. Si on faisait ça dans n'importe quel entretien d'embauche, je pense que ça créerait un problème. On va prendre quelqu'un pas par compétence mais par honnêteté parce qu'il a l'air plus sympa. Parce qu'au final, on n'a jamais toutes les preuves. C'est pas le même type. On peut considérer que ça correspond à une évolution des règles du recrutement politique Oui. et que ça a bénéficié par exemple à François Hollande, effectivement, par exemple vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Il était plus à l'aise sur ce registre-là, évidemment. Après, est-ce que c'est négatif ? C'est négatif si ce n'est que ça, si ce n'est qu'une enveloppe éthique, un discours moralisateur à bas prix. Et puis on peut être compétent et pas être engagé dans certaines affaires judiciaires. Là, par exemple, si on prend le cas au local, c'est tout à fait possible. Oui, Mais totalement. effectivement, Oui. normalement, ça ne doit pas s'opposer. oui, c'est ça, Non, oui, mais normalement. on peut Là, l'être, je suis d'accord, mais d'arriver à un cas extrême qui serait qu'on choisisse quelqu'un parce qu'il est honnête. En premier. Bah, Ça en pourrait être- en politique, en tant que délégation, vous le rappeliez d'ailleurs dans votre livre, c'est une forme de délégation. C'est un poste qui est précaire par définition, parce que justement, il engage sur une courte période. Et on peut tout à fait envisager, parce que ce qui m'a aussi intéressé, c'est le travail qu'il y a à côté, donc sur les conseillers et autres. Et est-ce que le travail n'est pas différent au niveau aussi, au niveau international, enfin au niveau national, à savoir justement les cabinets de conseil, les secrétariats d'État, etc. Est-ce que les ministres en soi, aujourd'hui, n'ont pas plus un rôle de représentant que de travailleurs? C'est la grande question que je me pose. Et justement, je suis content que vous soyez là pour que vous pouvez me répondre après. Si vous le voulez bien sur cette question-là, on y consacrera un petit temps juste après, D'accord, très bien. plus précisément, ce qui nous Oui, évitera. c'est vrai. On peut- juste Resituons-nous sur le livre. Bah, le livre en fait part et nous Oui, y reviendrons bien bien sûr sûr. de cette situation-là, mais juste avant peut-être, Hugo, continuer sur, vraiment terminer d'ailleurs même sur l'image du politique. Oui, l'image du politique et revenir finalement sur l'ouvrage. Vous prenez une hypothèse en fin d'ouvrage que vous jugez contre-intuitif. Vous estimez en fait qu'il y a un rapprochement avec la population, entre l'élu et la population, via l'outil de l'agenda électronique et in extenso par l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. L'élu que vous étudiez tient d'ailleurs un blog. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu ce rapprochement que vous voyez et que vous estimez contre-intuitif ? Oui, on parle toujours de la distance entre les représentants et les représentés, les élus et la population, alors qu'en fait, quand on regarde ce que font les élus, ils cherchent souvent, et on le voit dans leurs agendas, par exemple dans celui de cet élu, Cécile L, qui maintenant est maire d'Avignon, qu'ils essayent au contraire de se rendre disponibles au maximum. On a parfois l'image des élus comme étant distants, ne voulant pas se mêler de la population, vivant dans une bulle, etc. Et en fait, à contrario, ils essayent de se rendre disponibles, d'être à l'écoute, de recevoir, par exemple, de répondre à un maximum de sollicitations d'associations, de solliciteurs, d'acteurs patronaux, locaux, etc. Ouais, c'est juste qu'ils peuvent pas finalement répondre à tout le monde. Voilà. C'est peut-être Mais ça qui en donne la fait, sensation. Pour un élu local, il est quasiment possible de recevoir tout le monde, soit directement, soit indirectement. Il ne faut pas oublier que les élus ont des collaborateurs, des chargés de mission, des assistants qui peuvent assurer leur permanence. Et l'idée de la permanence, c'est quand on discute avec un député ou une vice-présidente de région, etc., il vous dit qu'ils peuvent passer plusieurs demi-journées par semaine pour leur permanence, pour justement... je pense essayer de recevoir à peu près tout le monde, ou au moins à minima à peu près tous ceux qui demandent véritablement à être reçus, d'une part. D'autre part, effectivement, les blogs, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, etc., touchent une population certes limitée, mais notamment peut-être une population plus jeune, qui ne viendrait pas par exemple à une permanence d'élus, et qui n'a pas forcément une demande particulière d'ailleurs, mais qui aime être informé, qui du coup est peut-être plus proche de l'élu. Par exemple, vous pouvez le sentir vous-même, si vous cherchez des informations sur un élu, vous en avez beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, par exemple. Vous êtes immédiatement
sauf exception, hein, vous trouvez le compte Twitter, les dernières positions de l'élu, ses réactions, son compte Facebook, ses contenus vidéo qui sont mis en ligne par son équipe. C'est une grande partie du travail des assistants parlementaires. Et vous pouvez télécharger ça assez facilement. Et c'est vrai que ça... Alors peut-être que le terme de rapprochement est un peu à déconstruire lui aussi, mais on ne peut pas parler d'une distance aussi grande que peut-être dans les régimes précédents ou même dans des périodes relatives, par exemple avant la décentralisation, voilà, tout ce qui concernait la décision, euh, les rapports entre les notables et les préfets, etc. Et tout ça était quand même très 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 opaque. Là, l'élu a souvent à cœur de communiquer très très vite sur une décision. J'ai signé. Voilà, j'ai décidé d'octroyer 1 300 € de ma réserve parlementaire, soit 1% de toute ma réserve parlementaire pour Aymeric Brié à la Radio Rec, par exemple. Là, je suis sûr qu'on trouverait ça sur Internet, Oui, etc. Il le met sur Internet, hein, dans sa newsletter. Je parle du député de la 10e circonscription de Seine-et-Marne, dans laquelle nous nous trouvons. On a accès à cette information-là. Parce qu'il y a eu des lois sur la transparence politique, parce qu'il y a eu une loi concernant la réserve parlementaire, mais aussi parce qu'il y a cette idée qu'il faut davantage communiquer. Alors, comme disaient vos camarades, peut-être que c'est rentré aussi dans un autre problème. Voilà, la surcommunication, ce que j'ai dit tout à l'heure, crée peut-être un faux lien, une impression de lien, qui peut être d'autant plus frustrante ensuite si on n'a pas les réponses qu'on souhaite, si on n'a pas le suivi de la part de l'élu, si on n'a pas le logement social, l'emploi, etc. qu'on demande. Oui, Hugo. Oui, ça donne plus de visibilité à l'élu, mais aussi l'élu communique sur ce qu'il veut. C'est la question. C'est comme vous disiez tout à l'heure, cet élu donne à voir son agenda, mais d'autres décident de ne pas donner à voir. Voilà, c'est aussi cette question de la communication politique. Plus de transparence n'est pas toute la transparence. Oui, c'est ça. Maintenant, les élus, de toute façon, ont tous des spin doctors, des communicants qui gèrent tout ça. Alors, il y a 30 ans encore, Mitterrand, c'était le premier peut-être à le faire dans une grande campagne nationale. Ça avait surpris, ça avait même plu, puisque ça avait marché, il a été élu. Et aujourd'hui, c'est devenu complètement banal. Et il contrôle ça. Et n'importe qui, d'un peu sensé, est capable de se dire, oui, il va pas tout me dire. On met ce qu'on veut sur un Facebook, comme nous-mêmes, moi, mon propre Facebook, je mets ce que je veux. Et des fois, on me identifie dans des trucs et je décide si c'est de masquer ou pas. Déjà, moi-même, j'ai cette opération de communication par rapport à ce que je veux rendre public. Alors, quand on a des responsabilités, du coup, est-ce que ça ne crée pas, finalement, le rôle du politique, est-ce qu'il n'a pas finalement beaucoup changé, notamment là, depuis 15 ans et l'apparition des réseaux sociaux? Parce que mais Marc disait ça tout à l'heure, finalement, on en revient, tu vois. On n'est pas dans quelque chose de plus représentatif que exécutif, entre guillemets. Ils sont là aussi pour montrer qu'ils font des choses. Alors qu'avant, on leur demandait de faire des choses, maintenant, on demande surtout de le montrer. Parce que sinon, on dit ils foutent rien. Mais peut-être qu'ils en font des choses, on ne le sait pas. Il y a peut-être des ministres, des secrétaires d'État obscurs dont on ne connaît pas le nom et à peine la fonction, on ne sait même pas où est leur bureau, qui abattent peut-être un travail de sape énorme et on ne le voit pas. Est-ce qu'on n'est pas donc dans cette société-là maintenant aussi, depuis où le politique doit d'abord se montrer avant d'agir? Alors qu'avant, on lui demandait peut-être plus d'agir et après de se montrer. Oui, une des grandes activités du politique, c'est le faire savoir. Donc, une grande partie du savoir-faire de la politique et des hommes politiques, c'est le faire savoir. Et parfois, ça peut amener des critiques comme celles dont vous parlez, à savoir que, évidemment, on peut se demander dans quelle mesure tout est communication, tout est stratégie, tout est annoncé, exagéré, sélectionné, et à contrario, la boîte noire, ce qu'on appelle parfois en sciences sociales la boîte noire de la décision, les vraies questions, comment a été obtenu tel pouvoir, telle position, telle investiture, qui a transmis telle information à tel journal, ça on ne le sait pas. Et effectivement, il y a une telle profusion d'informations qu'on peut tout à fait être fasciné par ce qu'on ne sait pas. Après, là, c'est vraiment le propre d'un système, pour le coup, démocratique. Le danger, quand même, pour un élu qui ne ferait que de la communication pure, c'est que ça se voit trop. Vous voyez, on peut quand même considérer que, comme les élus sont très localisés, notamment en France, alors, ça peut être critiqué d'un autre point de vue, mais la domination du suffrage majoritaire, d'une part, par exemple pour les députés,
et l'enracinement local très fort pour la plupart des autres élus, les oblige quand même à un lien personnalisé, à une action, etc. On imagine mal, je le dis autrement, un maire qui aurait fait seulement des inaugurations, aurait une superbe page Facebook, mettrait les vidéos immédiatement en place, irait tout le temps à la radio, chaque semaine, la radio locale pour vendre la moindre micro-décision concernant un trottoir ou une évolution du menu dans les cantines. On imagine mal que ça suffirait quand même. Est-ce Enfin, que c'est pas comme quand même vous le dites, poste premier de son rôle maintenant? Certes, c'est pas suffisant, tout est complémentaire, mais est-ce que c'est pas aujourd'hui, pas ce qu'on lui demande le plus, mais ce qu'on attend le plus? Quand même qu'il fasse des choses, oui, on mais attend qu'il fasse le savoir. les réalisations. Non, le danger, c'est qu'il y a un hiatus trop grand entre les deux. C'est-à-dire que des élus ayant peu de pouvoir ou ayant peu de marge budgétaire ou ayant moins de contrôle sur leur majorité, qui risqueraient de compenser une faiblesse de politique publique, par exemple dans leur commune, dans leur département, dans leur région, par des politiques un peu symboliques, par un surcroît de communication, ça c'est vrai. Mais on voit quand même localement, par exemple, on citait le cas d'Alain Juppé, c'est un cas assez connu, et il est finalement davantage connu, si vous voulez, en termes d'études de sciences politiques, comme un grand maire de Bordeaux, par rapport à ses autres mandats. Vous voyez, c'est pas spécialement un grand parlementaire, ça a été un Premier ministre assez contesté, d'une part, d'autre part, il n'est resté que 2 ans, etc. Inversement, à Bordeaux, c'est aussi une stratégie de communication, c'est un élu très présent qui a un blog très ancien, etc. Mais il est surtout connu pour avoir gouverné un fief politique, Bordeaux, avoir été réélu, être maire, donc avec une petite interruption quand il était inéligible, mais pendant plus de 20 ans. Et c'est pas uniquement un cas rare, c'est-à-dire on peut considérer qu'il y a une sorte de contrat avec l'électeur, d'accord, il y a de la communication, d'accord, il a le droit de participer à la politique nationale, mais ce qui est important, c'est la rénovation des quais de la Gironde, c'est la Cité du Vin, c'est les différentes lignes de tramway, c'est la rénovation urbaine, c'est tout un tas de projets qui ont été mis en place sur les 2 rives de Bordeaux, etc. Il y a des projets qui lui ont permis, par exemple, je pense à la Cité du Vin, qui a été inaugurée il y a 1 ou 2 ans, qui lui ont permis de lancer sa campagne présidentielle. Oui, mais on peut quand même pas considérer ni que tout est communication, ni que tout est stratégie électorale. C'est ni l'un ni tout l'autre, Voilà, c'est pas ce que j'ai dit non plus. C'est que il faut pas garder un équilibre. Oui, non, allez-y, pardon, excusez-moi. Non, effectivement, mais après, chaque C'est contexte danger. politique est différent. Mais il a peut-être été considéré comme ayant bien fait son travail, justement parce qu'au moins pendant une période longue, c'était pas perçu comme une stratégie politique aussi. C'est-à-dire que là, vous citez un cas, mais sa candidature est quand même très tardive. Sa candidature à la primaire il l'annonce en 2014, en août 2014, mais il est maire depuis. Enfin, sa première élection, c'est quand même en 1995. C'est pas présenté tout de suite, ça va peut-être changer le monde. Alors justement, les politiques, on dit qu'ils sont, enfin voilà, on parle souvent de la professionnalisation. La question est revenue sur la table avec toutes les questions de transparence, de cumul des mandats. Aujourd'hui, nous avons des élus, des gens qui font être élus de leur carrière en fin de compte. Et c'est beaucoup passé par cette question du cumul des mandats dont on avait parlé la dernière fois, et qui est revenu également avec les questions sur la rémunération des élus, sont-ils trop payés, et où on s'est demandé est-ce que c'est un vrai métier, et qui peut même s'ajouter sur l'affaire Pénélope Fillon, avec François Fillon voilà, et cette question de que fait-elle dans son entourage, que font les femmes des élus, notamment les proches des élus, qui se sacrifient aussi quelque part, et donc de quelle manière peut-on les remercier? Il semblerait-il que là il a trouvé la solution, mais voilà. Ici, dans cet ouvrage que vous avez rédigé, on est avec une vice-présidente donc investie dans sa région. Elle a une délégation, l'aménagement du territoire, les politiques contractuelles. Elle a des fonctions au sein de son parti, inévitablement. Elle y joue un rôle, elle est militante quelque part. Après, est-ce qu'elle a d'autres positions? Ça évolue sans doute au fur et à mesure des années. Par ailleurs, elle a une activité professionnelle qui lui occupe 25... Enfin, elle a un quart de temps de travail, je crois, dans une université, si mes souvenirs sont bons. Donc elle continue de donner des cours un jour et demi de se rendre disponible pour l'université, en tout cas dans son emploi du temps, un jour et demi par semaine. Et puis on imagine bien qu'elle a des activités personnelles. Voilà.
votre ouvrage finalement permet de comprendre tous les questionnements qu'il y a aujourd'hui autour de ce qu'on appelle la professionnalisation de la politique avec, bah oui, quand on fait de la politique, ça prend du temps, c'est chronophage, les réunions, le militantisme permanent, on en a parlé, on en a touché quelques mots et on pourra y revenir, les moments d'ajustement, la communication, les fameux dîners ou inaugurations, cérémonies qui peuvent venir en tout genre. Je pense notamment au mois de janvier où il y a beaucoup de vœux qu'il y a un peu partout. Quelques plateaux télé, vous l'avez dit, ou radio, ou quelques fois dans la presse. Et puis aussi, pour terminer peut-être mon petit tour, le temps du déplacement qui forcément prend du temps, quand bien même on va vite et on essaye de dépasser le temps parfois. Mais voilà, d'ailleurs le déplacement qui est souvent un lieu de travail, là encore, bien sûr. Donc, est-ce qu'on peut lutter quelque part contre la professionnalisation, même si on le voulait, même si on voulait faire aujourd'hui en sorte que la démocratie, et je pense que c'est une question que Marc pourrait poser tout à fait, si on voulait faire que la démocratie soit une démocratie voilà, où les gens viennent par on sait, il y a des exemples de la démocratie par tirage au sort qui pourraient tout à fait exister, où voilà, l'élu ne se ferait pas élire, mais il serait tiré au sort comme on fait pour les jurys d'assises. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait possible, au regard d'un emploi du temps tel que celui-ci, au regard aussi de la finesse parfois des décisions qu'il y a à prendre? Oui, la professionnalisation, c'est un phénomène double, hein. C'est à la fois un phénomène d'occupation du temps, de spécialisation, qui conduit l'élu à vivre par et pour la politique, hein, comme dit Max Weber, d'une part. D'autre part, c'est un phénomène de spécialisation au sens technique. Ah bah oui, effectivement, on a des domaines de compétences, on sait comment gérer une réunion, recevoir la population, etc. Et c'est vrai que dans ce cas-là, ça favorise l'accaparement des positions par ceux qui sont déjà en position, la réélection les carrières longues, notamment dans des pays comme la France, où il y a un emboîtement territorial des mandats, il y a 7 élections différentes, une tradition de cumul des mandats qui va évoluer à partir de 2017, mais qui reste encore forte, et de carrières longues, avec des hommes politiques pareil, qui peuvent être relativement âgés, etc. Je vois mal une évolution contraire. Alors évidemment, avec la démocratie participative, etc., mais ça ne remet pas en cause cette professionnalisation. Au contraire, il y a des élus qui sont spécialistes de la démocratie participative, qui ont tout à fait intégré les nouvelles modalités de la participation, voilà, les conseils de quartier, les budgets participatifs, etc. Et ce qui pourrait peut-être changer, c'est effectivement l'idée que il y ait une circulation peut-être un peu plus grande des élus, des temps de respiration plus importants, de réflexion, une meilleure formation des élus, un véritable statut des élus. Il y a beaucoup de réflexions sur ce type de sujet. Donc, dans le cadre de la campagne présidentielle, plusieurs candidats proposent, par exemple, des mandats, que le cumul des mandats soit non seulement interdit dans l'espace, mais aussi dans le temps, avec 2 mandats d'affilée ou 3 mandats d'affilée. Par exemple, je crois, chez Emmanuel Macron et Benoît Hamon, enfin divers candidats, ce sont diverses formes pour différents types de mandats. Hein, et effectivement, là, il semblerait que ça a été fait pour le président de la République, sur le modèle américain, voilà, 2 mandats consécutifs au maximum. Mais il semblerait que cette idée-là, puisqu'elle est très concrète, pourrait tout à fait s'appliquer dans le futur. Donc on aurait des professionnels, donc la professionnalisation, elle, serait maintenue, parce qu'elle permet quand même de faire émerger des formes de compétences, etc. Mais ce ne seraient pas forcément les mêmes. Et il sera obligé de se remettre en cause, de changer de mandat ou d'être remplacé. Je voudrais, juste avant de passer la parole à Marc, peut-être préciser, aujourd'hui, tous les hommes politiques qui ont un minimum de fonctions exécutives sont entourés, un cabinet pour les présidents, là vous le dites vous-même, 3 collaboratrices pour cette vice-présidente d'un conseil régional. Donc, fonction, alors, sachant que je rappelle la période d'études, hein, on était avant les grandes régions actuelles, donc des régions plus petites. Alors, de manière générale, j'entends. Mais voilà, des régions, on n'est pas sur l'échelon le plus important, on est quand même sur un niveau important en France, mais pas le plus important. On n'est pas sur les députés qui eux aussi ont plein de collaborateurs. Mais voilà. Donc, plusieurs collaborateurs pour tous les élus qui ont des fonctions exécutives. Et
voilà, si on avait moins de cumul des mandats, moins d'interventions sur plein de sujets différents, peut-être que l'élu serait plus à même de maîtriser les sujets. Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué dans votre enquête? Plutôt la question, excusez-moi, qu'avez-vous remarqué plutôt dans votre enquête quant à la maîtrise des sujets de la part de cet élu? Est-ce qu'elle a vraiment la maîtrise de la décision, la connaissance des sujets, et elle peut prendre véritablement des décisions, ou est-ce qu'on lui dicte un petit peu les décisions qu'elle est amenée à prendre? Dans le cas d'espèce, l'élu que Guillaume Marel et moi avons étudié dans la politique au quotidien, effectivement, est une vraie spécialiste d'un domaine, l'aménagement du territoire, auquel elle a consacré sa thèse de Oui, doctorat. elle est géographe, donc. Elle est géographe, mais du coup, il y a une logique dans sa nomination et dans le choix de ce qu'on appelle la délégation, c'est-à-dire le dossier dont un élu a la charge. Ce qui n'est pas le cas de tout le Et ce monde. qui n'est pas le cas de tout le monde, mais quand même, souvent, un élu se spécialise dans l'éducation, le logement, les écoles, les transports, un parlementaire, par exemple, un élu local aussi. Quand vous êtes adjoint au maire chargé de l'urbanisme, même si, bon, c'est quand même une expérience, hein, vous restez 6 ans, vous accumulez, mais c'est pas forcément une expérience liée à la formation de départ. Mais souvent, quand même, les élus ont une véritable compétence. Bah, si vous participez à des dizaines et des dizaines de réunions pendant 5 ans, 6 ans, concernant la petite enfance, l'environnement, etc., vous acquérez quand même une compétence, entre guillemets, assez importante. Et c'est vrai que le développement des cabinets, des collaborateurs d'élus, des enveloppes budgétaires dévolues à cet effet, ça, ça, ça vous accompagne dans ce type de processus. Mais là encore, ça peut être critiqué dans le sens où on peut considérer, voilà, ça donne des élus qui sont un peu des experts, qui du coup ont une vision très pragmatique, plus qu'idéologique d'un dossier, et donc parfois des élus trop techniciens, des élus de dossier, et ça peut être reproché à ce type d'élus avec... alors ce sont deux stéréotypes un peu exagérés, hein, l'élu de terrain et l'élu de dossier. Mais bien sûr, il faut être un peu des deux si on veut persévérer dans l'être, être réélu, etc. Mais souvent, quand même, il faut quand même suivre les dossiers. On n'imagine pas un maire ne connaissant pas bien le fonctionnement d'une école. Oui, derrière, pour parler d'un sujet, finalement, faire la communication, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il faut être armé quand même et connaître un minimum le dossier, évidemment. Marc? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Alors après avoir émis de réserves de critiques, on va dire mineures sur l'ouvrage, il y a quelque chose qui est important à savoir, on parlait des compétences, mais il y a aussi derrière, et c'est ça d'ailleurs qui peut poser problème en soi, c'est pas seulement un savoir-faire, c'est un savoir-vivre aussi. Le fait d'organiser, de faire des réunions avec des personnalités, de les recevoir, d'organiser des réunions pour tel ou tel sujet, ça demande vraiment pas seulement des compétences en termes théoriques, mais en termes aussi de côté pratique, j'allais dire, le fait de pouvoir communiquer et autres. Et je pense qu'il faut prendre en compte vraiment le jeu d'échelle, parce que j'ai toujours une vision assez tragique du haut de l'État, c'est-à-dire du gouvernement, des présidents en soi, peu importe leur couleur politique, et plus on va vers le local, plus j'ai le côté pragmatique qui me satisfait. Et d'ailleurs, l'ouvrage le démontre bien. Par contre, donc le jeu d'échelle est important. Je pense que plus on va vers le haut, plus il y a de critiques, plus il y a une déconnexion, donc plus il peut y avoir une forme de critique acerbe vis-à-vis du politique. Mais la question que j'avais envie de me poser, c'est, on voit qu'au niveau local, j'ai un petit peu l'impression, même si vous dites qu'il y a des conseillers à côté qui peuvent se charger de dossiers, j'ai quand même l'impression que les élus locaux, alors là on parle de région en soi, mais ont plus de choses à faire en tant que compétents, c'est-à-dire en gros, c'est un peu qu'ils font tout seuls en soi. J'ai l'impression qu'il y a quand même une plus grande charge de travail à titre personnel, que plus on monte vers le haut, plus il y a une fonction davantage de communicants que de compétents en soi. J'ai plus l'impression qu'il y a une forme de déconnexion entre le travail réel et ce qu'il en est dit. Et est-ce qu'on pourrait pas envisager, par exemple, je pose la question, de voir qu'au niveau local, il y a un côté travail personnel lui qui est très important et qui demande justement de la professionnalisation. Et au niveau de l'État, au niveau des ministres et même du président en soi, étant donné que les sphères de l'ENA sont très importantes, les hauts fonctionnaires, etc., on ne pourrait pas envisager des ministres qui ne soient, entre guillemets, que des représentants. C'est-à-dire qui fassent passer la volonté des gens qui ont voté pour eux ou qui les ont désignés vis-à-vis des hauts fonctionnaires qui, eux, feraient en sorte de bien connaître les rouages de l'État pour mener en sorte une politique. Est-ce que ça serait en soit possible troquer le système un peu de représentants compétents à un système de représentants point à la ligne?
Des porte-paroles. Ça me semble un peu complexe, mais après, de toute façon, de facto, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que souvent, les ministres sont considérés comme des VRP d'un secteur, ne contrôlant pas forcément beaucoup de Ouais, politiques c'est ça. publiques, et surtout, la grande différence, c'est le rapport au temps. Quand vous êtes ministre, vous restez environ 2 ans. Il y a quand même très peu de ministres qui restent dans l'imaginaire collectif, par exemple au travers d'une loi qui porte leur nom, ce genre de choses, ou une politique pérenne. Inversement, à l'inverse, pardon, certains présidents de région, maires, c'est vrai qu'on a peut-être tendance toujours à citer les mêmes, hein, mais Martine Aubry à Lille, Gérard Collomb à Lyon, je sais pas, Jacques Chirac à Paris, etc. On pourrait discuter après de chaque cas, mais représente peut-être des archétypes, soit du maire bâtisseur, soit d'un type d'élu dont au moins une partie de la population avait l'impression qu'il faisait quelque chose, ou en tout cas ils arrivaient bien à communiquer sur ce qu'ils faisaient, et surtout avaient le temps long, sans tomber dans des cas extrêmes comme Édouard Herriot à Lyon et Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, des gens qui sont élus pendant un demi-siècle, etc. Il y a quand même une différence entre rester 1 an et demi secrétaire d'État en fin de quinquennat, dans les 30e dans l'ordre protocolaire, avec un portefeuille, des attributions assez limitées, et vraiment gouverner une métropole post-décentralisation pendant 6 ans, etc. Là, effectivement, on a des univers politiques. Alors, pour la population, ces distinguos sont peut-être assez difficiles à opérer, à cause notamment de la médiatisation, du cumul des mandats d'ailleurs, qui fait se croiser les échelles. Mais au concret, effectivement, c'est une différence très très importante. À avoir plusieurs années. Je reviens toujours voilà, sur le cas de... Bon, après, il y a d'autres cas qui sont peut-être plus critiqués, mais... Donc, Alain Juppé par exemple, ou d'autres, c'est des gens qui ont eu le temps de faire des choses. Et effectivement, là, vous parlez vous évoquez des catégories d'acteurs qui ont eu soit peu de temps, qui sont souvent dans la gestion de crise. Pas uniquement le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, mais qui finalement qui sont dans la réaction à l'événement, etc. Et ça, c'est vrai qu'on voit mal comment ça pourrait évoluer, si ce n'est peut-être quand même par effectivement une réduction du nombre de ministres, officialiser leur rôle plutôt comme porte-parole que comme directeur d'administration pour certains d'entre eux, afficher des priorités peut-être plus nettes en début de mandat, voilà, par exemple, effectivement, les 110 propositions de François Mitterrand, les 60 engagements de François Hollande, on a immédiatement tendance à dire que c'est beaucoup. Est-ce qu'il ne faut pas être sur une présentation peut-être plus simple de 3 ou 4 grands axes qui guident la politique, plutôt que une liste, un catalogue de mesures? On verra bien. Martine Aubry vous dirait que quand c'est flou, il y a un loup. Hugo. Oui, pour clore ce chapitre sur la professionnalisation, j'ai envie de vous demander, vous êtes un défenseur de la professionnalisation en tant que co-directeur du master métier du politique à l'UPEM, hein, vous ne pouvez le cacher à personne. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, nous donner votre avis sur l'avenir de cette professionnalisation? On sait qu'il y a... la suppression du cumul des mandats qui va arriver, qui est déjà en cours, qui a été voté lors du mandat qui se termine. Précisons là quand même, 2 mandats, on peut avoir donc 2 mandats exécutifs, ce qui n'empêche pas d'être conseiller municipal, mais par ailleurs de vice-président d'une région et également député par exemple, donc 2 cumuls des mandats, et pareil ça se met de plus en plus en marche pour tout ce qui est dans le temps. Voilà, il y a des prémices comme on le disait tout à l'heure. Voilà, certains candidats promettent ou annoncent, quoi qu'il en soit, la suppression ou, je sais pas, une régulation du cumul des mandats dans le temps également. Donc, comment vous voyez ça dans l'avenir? Est-ce qu'on va arriver à davantage de professionnels de la politique, moins, ou des gens qui vont devoir faire de la politique à mi-temps? Voilà, quelle est un peu votre intuition sur la question? Premièrement, je pense qu'on aura des carrières plus courtes. Ça revient aussi dans les entretiens avec les élus. Dans une autre enquête, j'ai fait des entretiens avec des élus qui sont restés très longtemps. Et ils disent, voilà, ça c'est un temps terminé. C'est rester des dizaines d'années, être élu 20 fois. Un élu sur lequel je travaille, voilà, il a été élu 20 fois.
c'est quand même assez rare. Ça, les carrières vont forcément se réduire. Deuxièmement, on peut imaginer tout à fait, alors là, dans la lignée des grandes lois de 1985, 2000 et 2014 sur la limitation du cumul des mandats, une quatrième loi le limitant encore plus, éventuellement le mandat unique ou encore davantage de restrictions. Et troisièmement, effectivement, peut-être des lois limitant le cumul dans le temps. Par exemple, il semblerait que ce soit entre guillemets dans l'air du temps, l'idée qu'un député ne puisse pas être élu plus de 3 ou 4 fois, ce qui n'est pas forcément absurde. Ça fait déjà 20 ans, ça pourrait être possible. Déjà parce que c'est quand même souvent le cas, donc ce ne serait pas une déstabilisation complète du système politique. En général, en plus, les parlementaires sont plutôt élus autour de la cinquantaine, etc. Donc ça changerait pas beaucoup de choses, mais symboliquement ce serait assez fort, ça augmenterait la circulation, ça créerait peut-être aussi un rajeunissement relatif, mais certain des élus. Après, effectivement, ça ne remettrait pas en cause le système général de professionnalisation des élus. Mais on peut devenir un professionnel de la politique en quelques années. Hein. Il n'y a pas besoin de 40 ans d'ancienneté pour être un professionnel de la politique, bien sûr. C'est que si on limite le nombre de mandats et que c'est de la professionnalisation, il y a un problème. C'est pas comme une entreprise. Si on devient professionnel, on se CDIse. Et puis, le problème, c'est que c'est ça aussi. Quoique les carrières évoluent de plus en plus où on ne fait pas 40 ans dans la même entreprise. Oui, mais c'est vrai, mais on peut rester dans le même champ, c'est ça que je veux dire. Donc ça paraît compliqué pour des hommes politiques, enfin j'ai l'impression. Bon, on sait que les hommes politiques savent se recycler, notamment. Les hommes politiques, ils sont avant tout des militants, rappelons-le, et qui agissent au sein de leur parti, et bénévolement à la base. À la base. Oui, justement, je voudrais citer les travaux de Guillaume Marel, d'autres travaux qui n'ont pas été signés avec moi, et qui a travaillé par exemple sur les États américains dans lesquels ont été votés des term limits, c'est-à-dire vraiment des limitations du nombre de mandats très strictes, et ce qui peut sembler séduisant intellectuellement de prime abord, mais déjà qui est souvent promu par des think tanks libertariens, donc avec une optique politique très particulière, et puis qui conduit à des grands risques de corruption. Parce qu'effectivement, un élu qui ne fait qu'un ou deux mandats importants, l'observation montre qu'il peut être tenté durant son mandat, de construire un carnet d'adresses pour l'après, c'est logique, et qui peut être donc sensible au lobby de manière très importante, ce qui est évidemment un risque aussi, voilà, une bonne idée, mais qui peut amener à un risque tout à fait différent. Florent, puis tout à l'heure on parlait du temps long, on parlait de Martine Aubry, vous citiez Gérard Collomb, Alain Juppé, Jacques Chirac, des gens qui ont eu du temps pour agir, et si on limite dans le temps, est-ce que ce type d'exemple-là n'est pas voué à disparaître? Est-ce qu'on aura le temps d'agir et de poser oui. réellement les bases d'un projet C'est pour ça que j'ai cité le cas de l'interdiction de plus de 3 mandats d'affilée, ce qui est dans certains projets présidentiels. Oui, je pense quand même quand on est maire, 18 ans, ou député, 15 ans, on peut quand même agir. Oui, les 15 ans, oui. Mais effectivement, le cas de certains États américains où vraiment ça a été réduit drastiquement, et comme d'ailleurs le cas des députés américains qui sont réélus tous les 2 ans, et c'est un cas très particulier, les fragilise aussi vis-à-vis des lobbies. Hein. Et rappelons que le non-cumul pourrait tout à fait empêcher d'être maire pendant 15, 20 ans, 30 ans, mais par ailleurs, on pourrait tout à fait continuer d'être conseiller municipal de la commune concernée, et enfin, on peut déjà commencer conseiller municipal, voir ce qui s'y passe. Voilà, le cumul n'est pas forcément sur toute la représentation politique, mais peut-être simplement sur le fait d'être le dirigeant de l'institution, ou l'un de ses co-dirigeants, les vice-présidents ou les maires adjoints, par exemple. Justement, on parlait vie professionnelle, vie publique, vie privée. On sent à certains moments dans l'ouvrage cette question revenir quand on gère un agenda, on gère forcément ces différentes facettes. Je le disais tout à l'heure, l'élu en question continuait sa vie professionnelle pendant le temps de l'enquête, pendant qu'elle était vice-présidente du conseil régional. Est-ce que c'est pour maintenir un pied dans la vie professionnelle justement qu'elle le faisait, ou est-ce que c'était pour d'autres intérêts ? Oui, il y a beaucoup d'élus qui continuent à travailler, hein, pas forcément au niveau parlementaire parce que c'est beaucoup plus encadré, mais au niveau local et régional, il est fréquent que les élus aient un travail, souvent avec un mi-temps, etc., avec un discours de légitimation de cette posture fondée sur l'idée qu'il faut garder un contact avec le terrain, une vraie profession, ce qu'on observe assez fréquemment par exemple chez les élus médecins, quel que soit le niveau d'ailleurs.
et qui, vous parliez en off de Bernard Bernard Debré, Debré. par exemple, qui continue à consulter. Ne serait-ce que, il y a aussi une logique après professionnelle. On imagine mal un médecin arrêter complètement de consulter pendant des années. Et puis, après, ça dépend vraiment des professions, effectivement. Là, Oui. ça amène un autre débat C'est- sur le type de professions qui sont compatibles et adaptées à la C'est vie ça. politique. C'est plus facile dans le libéral, dans des Voilà, exactement. positions de fonction publique où c'est souvent plus facile quand même de trouver des accords, des arrangements. Justement parce qu'on est au contact des élus, donc généralement c'est un peu plus facile dans certains corps de métier, évidemment, et dans certaines positions, dans certains statuts. Et sur la frontière vie privée, vie publique, cette fois-ci pour conclure peut-être, voilà, c'est pareil. Je parlais tout à l'heure de cette fameuse affaire Fillon avec Pénélope Fillon qui est dans l'entourage. Quand on est élu, on a voilà, et vous le dites vous-même, des frontières entre la vie privée, la vie publique. Voilà, on les traverse facilement, ces deux frontières, dans la représentation. Enfin voilà, les deux se mélangent tellement le politique prend le pas, prend de la place dans l'emploi du temps, dans l'agenda. Effectivement, dans la politique au quotidien, Guillaume Marel et moi-même montrons que les deux sont bien sûr interpénétrés, que notamment les week-ends des élus sont fortement politisés, évidemment, et qu'il est difficile pour eux parfois d'avoir une vie privée. Il y a énormément de témoignages sur les élus qui sont divorcés ou célibataires, ou ou sans enfants, ou qui embarquent à contrario leur famille complètement dans leur travail, et qui emploient d'une manière ou d'une autre certains membres de leur famille, effectivement, dans leur cabinet, dans leurs équipes parlementaires. C'est assez minoritaire, mais c'est vrai que ça existe. Mais ce qui est assez frappant, c'est à quel point c'est un métier qui occupe beaucoup. Donc, je disais les week-ends, mais aussi les soirées, avec donc l'idée que il y a une dimension un peu sacerdotale et que l'élu doit se mettre au service de la population, et la famille est un peu embarquée là-dedans. C'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez difficile. D'ailleurs, c'est souligné de plus en plus par les hommes politiques eux-mêmes, cette volonté de protéger leur vie privée. Et là encore, comme le disait Marc Tosi tout à l'heure, il faudrait peut-être réfléchir au niveau des échelles. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose dans une petite ville. Bon, certes, l'élu peut être abordé par toute la population et tout le monde Oui, connaîtra à Intermarché le week-end. voilà, ce que dit bien Nathalie Niaison, qui vient de publier un livre intitulé La députée du coin, qui est une députée de la Drôme qui ne se représente pas, et qui effectivement croise son médecin au supermarché, et qui ce genre de choses, et qui voit. Mais à l'inverse, la politique nationale, très exposée, très médiatisée, qui inclut encore une autre forme de négation de la vie privée. On l'a vu pendant les primaires, par exemple. On voyait certains candidats sur BFM en train de dîner, etc., avec des plans rapprochés, ce genre de choses. On voyait Alain Juppé, encore lui, mastiquer dans un restaurant. Bon, c'est vrai que c'est pas... On sent qu'il y a un besoin de régulation, etc. Mais là encore, par une bonne organisation de son temps, l'élu bien organisé, ce qui est le cas de la plupart, se réserve des plages. Voilà, ils partent quand même en vacances, etc. Et voilà, mais se réserve des plages privées dans l'emploi du temps, le week-end, par exemple. Oui, c'est prenant, bien sûr, d'être élu, d'être représentant politique, mais à côté de ça, si on est organisé, on arrive à gérer son temps de manière générale. Vos prochains projets, c'est quoi? Faire l'agenda du président de la République, du prochain président, non? Non, moi par exemple, j'ai travaillé sur une campagne électorale, donc je vais faire un ouvrage sur une campagne électorale, voilà, sur ce qui s'y joue toujours sur les coulisses de la politique, sur ce qui n'est pas forcément observé de manière très précise, et dans le temps long, là encore. Et j'ai un deuxième projet aussi sur un élu, voilà, essayer voilà, de voir comment un élu travaille dans le temps long, pour le coup, c'est davantage en prolongation, comment il mène sa carrière, d'étudier un cas précis, mais dans le temps long.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent Godmer. Et donc, on a bien compris votre ouvrage. Je le rappelle, le livre dont il était question ce soir, La politique au quotidien, l'agenda et l'emploi du temps d'une femme politique. Laurent Godmer et Guillaume Marel chez ENS Éditions. Nous vous en conseillons donc la lecture si vous voulez en savoir plus sur une élue, on dira, parce que c'est pas une élue type, c'est pas une élue si différente des autres, voilà, c'est une élue et ça peut donner des indices sur la manière dont les élus s'organisent et organisent leur quotidien. C'est la fin de cette émission de Descartes en main. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Marc, Hugo et Florent d'avoir été avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation, Laurent Godmer. Merci. Vous souhaitez participer à l'émission, apporter votre contribution ou tout simplement réagir, n'oubliez pas les réseaux sociaux Facebook et Twitter, et ne manquez pas la semaine prochaine notre rendez-vous présidentiel 2017. Florent, un Exactement. débat participatif organisé à la Maison de l'étudiant avec pour sujet la sélection à l'entrée en université. Donc tu seras aux manettes. C'est donc le jeudi 16 mars de 18h à 21h. Réservation et informations sur Facebook, me semble-t-il. Facebook, donc l'événement Université et méritocratie, la sélection à l'entrée en université. On vous mettra le lien sur le site de la radio évidemment. Je suis pas tout seul dans l'affaire. Il y a d'autres étudiants du master sciences politiques, métier du politique, dont par exemple Julien et Joy que vous retrouvez aussi dans les têtes l'émission Les Têtes d'Ampoule. On n'a pas fait d'émission cette semaine pour préparer ce débat participatif. Participatif, pourquoi? Juste vite fait, c'est que tout le monde aura la parole entre guillemets et tout le monde pourra délibérer pour apporter des propositions dans cette campagne. Et ben voilà, le tour est fait. Je sais qu'Hugo est bien placé dans le classement des têtes d'ampoule, donc Oui. va falloir que je m'y remette avec Et que Marc, Marc parce revienne. que voilà. Oui, Et- j'attends l'invitation. Eh ben, on va faire ça très Faut vite. pas m'interroger musique, c'est On, tout. on fera, On se rappelle. on fera Et l'émission. Monsieur Godmer Voilà, est c'est ça. invité aussi. On fera l'émission tous les quatre dans une autre configuration. Eh bien, merci beaucoup. D'ici là, à bientôt et bonsoir. Bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube